Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder de plus près le fonctionnement et la stratégie de la Baie des Marchands, un jeu de Johnny Pack, Karl Van Ostrand et Drake Villarreal, illustré par The Miko et édité par Super Meeple, pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 45 à 75 minutes. La Baie des Marchands est un jeu particulièrement asymétrique dans lequel les joueurs endossent le rôle de différents marchands au sein d'un monde imaginaire. Chaque joueur utilise le contenu spécifique et les mécaniques de jeu propres à son rôle pour produire ses marchandises, optimiser l'efficacité de son magasin et devenir riche. Alors comment fonctionne le jeu? Sachez d'abord qu'une partie se joue en 3 manches de 4 phases chacune. La première phase, c'est la phase d'arrivée, où vous allez simplement alimenter au hasard les bateaux vides avec des clients et ou des voyous, chose que moi j'ai déjà faite ici, selon les règles de la carte voyou présente ici en bas à gauche du plateau. Il y aura donc à la fin de cette phase 2 meeples par bateau. Cette phase est réalisée par n'importe quel joueur, et ce n'est pas une phase de jeu à proprement parler. La deuxième phase, qui est le cœur du jeu, c'est la phase de production. Dans cette phase, les joueurs vont réaliser différentes actions sur leur plateau personnel. Ces actions auront un coût en temps qu'il faudra payer ici sur l'horloge qui est en bas du plateau central. C'est le joueur qui sera dernier sur la dite horloge qui devra jouer. Il sera donc peut-être possible de jouer plusieurs fois de suite ou de ne pas jouer pendant un moment. L'unique objectif de toute cette phase sera d'optimiser son plateau personnel ainsi que son plateau équipe que voilà, et de produire des marchandises. Et les marchandises, vous en avez des grandes et ou des petites de différentes couleurs. Et l'objectif de la production de ces marchandises sera de les vendre lors de la phase suivante, sachant que c'est également lors de cette phase que l'ensemble des joueurs vont déterminer quels clients vont débarquer sur les différents quais pour acheter et lesquels iront définitivement dans les salles de clans correspondant à leur couleur. La phase de marché qui suivra vous permettra donc de vendre les marchandises que vous avez en stock si vous le désirez, dans l'ordre des quais de gauche à droite et dans l'ordre du tour actuel sur l'horloge. Selon le quai, vous pourrez vendre des grandes marchandises, des petites marchandises ou les deux, et vous recevrez autant d'or que le prix de votre marchandise multiplié par le nombre de clients de la couleur correspondante. Par exemple, une petite marchandise à 3 vendue ici, 3 fois 4 meeples rouges, 12 or que je marquerai ici sur la piste. Vous aurez également la possibilité d'obtenir de l'or selon les meeples installés dans les salles de clan, c'est ce qu'on appelle le mécénat. La dernière phase est la phase de nettoyage qui, comme la première, n'est pas jouable. Elle consiste à préparer le plateau central et éventuellement votre plateau personnel pour le tour suivant. Elle ne sera donc jouée que sur les 2 premiers tours et ignorée lors du 3e tour où l'on passera directement au décompte final. Je vais maintenant rentrer plus en détail sur le fonctionnement des différents marchands. Quand vous réalisez l'action d'un marchand, lors de votre tour suivant, vous devez vous déplacer pour réaliser une action différente, et c'est là le cœur du jeu. Il va vous falloir imaginer les enchaînements d'actions les plus efficaces possibles. Les emplacements d'actions, ce sont les ronds que vous voyez ici, là également et là où je me trouve. Donc si mon tour démarre quand mon pion d'action est ici, je ne pourrai pas réaliser cette action, je serai obligé de me déplacer sur un autre emplacement d'action. Sachez d'abord que tous les marchands ont 2 actions communes. La première est celle qui consiste à recruter ou remplacer un habitant. Elle permettra de choisir l'un des habitants disponibles sur le plateau central et de l'intégrer immédiatement à son plateau d'équipe en bénéficiant de son effet immédiat. Pour l'intégrer sur le plateau d'équipe, vous allez choisir un emplacement encore disponible s'il en reste et faire glisser la carte habitant comme ceci dessous. Au fur et à mesure, on remplacera les cartes. Donc par exemple, au fur et à mesure, ça peut donner ceci, sans oublier bien entendu de récupérer d'abord l'effet immédiat avant de glisser la carte. Voilà comment ça se passe. Et la seconde action commune, ça va être celle où je me trouve là, c'est celle qui consiste à activer
le plateau équipe justement, et à réaliser l'ensemble des pouvoirs déjà occupés par des habitants dans l'ordre de son choix si on le désire. Donc je peux réaliser celui-ci et celui-ci dans l'ordre que je veux, je peux en réaliser qu'un seul, et donc c'est comme ça que l'on active son plateau équipe. Ça c'est commun à l'ensemble des 4 marchands. Il y a 4 marchands donc dans la boîte de base dont je vais vous expliquer le fonctionnement et la stratégie. Voici donc en tout premier lieu le forgeron. Le forgeron, il a 4 fourneaux avec chacun un des charbons à l'intérieur, ainsi qu'un four à fusion avec 4 dés des 4 couleurs différentes. Il possède enfin 4 dés qu'il garde de côté, après les avoir lancés au départ, un de chaque couleur également, qui seront disponibles pour forger des armes qui sont l'équivalent des marchandises, donc pour lui. Pour réaliser l'action d'alimenter un fourneau à grande marchandise, il faudra 2 dés, et pour l'action d'alimenter un fourneau à petite marchandise, il faudra un seul dé. Il faudra également un dé à poser ici pour alimenter le four à fusion. Les grandes marchandises nécessiteront des grands chiffres, et à l'inverse pour les petites. C'est pour ça que c'est assez ennuyeux de voir que ce sont des petits chiffres qui sont là pour les grandes, et des grands chiffres qui sont là pour les petites. Il aurait mieux valu que ce soit l'inverse, mais c'est évidemment tout le cœur de ce plateau. C'est en fonction de la couleur et de la valeur des dés qu'il pourra donc obtenir les marchandises qu'il désire. Il y a des petits tableaux indiquant en dessous ou au-dessus de quel chiffre il pourra obtenir quelle ou quelle marchandise, selon en l'occurrence les chiffres et les couleurs des dés. Stratégiquement parlant, il sera intéressant de libérer rapidement les dés bloqués ici dans le four à fusion, de manière à avoir plus de choix et suffisamment de dés pour alimenter un maximum de fourneaux en même temps. En effet, l'action forgée qui se trouve ici permet d'obtenir des marchandises dans tous les fourneaux alimentés, ainsi que dans le four à fusion. Donc ça peut être assez intéressant d'avoir tout de préparé à l'avance pour quand vous forgez, vous forgiez un maximum d'armes et vous récupérez éventuellement un dé supplémentaire si vous ne les avez pas encore tous récupérés. Alimenter un fourneau ne coûte qu'un temps, comme vous le voyez ici. Les petits sabliers indiquent le nombre de temps nécessaire à dépenser sur l'horloge. Cela permet de temporiser jusqu'à connaître les couleurs majoritaires au marché avant de remplir les fourneaux rapidement et de terminer le tour sur une action forgée. Constituer rapidement son équipe également ici sera un gros plus qui permettra d'ajuster les dés de charbon qui sont là, ainsi que d'alimenter un four et d'en forger 2, incluant éventuellement le four à fusion. C'est d'ailleurs les emplacements vides du four à fusion, avec le symbole bouclier rouge par exemple en dessous du rouge, qui vous donneront du mécénat, c'est-à-dire la multiplication de la couleur par le nombre de meeples présents dans la salle de clan correspondante. Ce marchand est généralement facilement jouable par les débutants, de par sa prise en main rapide. Le chronomancien a 2 personnages, à savoir l'assistant ici et le chronomancien lui-même juste en dessous. Son plateau est une sorte de rondelle autour duquel les personnages vont évoluer dans le sens des aiguilles d'une montre. L'assistant devra toujours être devant le chronomancien, donc le chronomancien qui est là ne pourra pas aller plus loin que là, il ne peut jamais passer devant l'assistant. Ils ont chacun une case qui leur est réservée de chaque côté de la machine temporelle. À chaque fois que l'assistant atteint, lui, sa case, il doit automatiquement attendre que le chronomancien fasse de même. Le chronomancien pourra, au fur et à mesure, aller sur différentes cases, et puis devra finir par arriver derrière son assistant de l'autre côté avant que celui-ci ne puisse redémarrer. La machine temporelle est évolutive, vous allez remplacer au fur et à mesure les tuiles qui la constituent de manière à rendre l'ensemble plus puissant, car les coûts des actions se verront ainsi diminuer. Par exemple, vous allez faire comme ceci et remplacer une tuile et créer comme cela une nouvelle machine temporelle avec des nouvelles actions et de nouveaux coûts d'action. Vous aurez également accès à des jetons heure gelée qui sont les 4 jetons qui sont là. Je vais en prendre par exemple 2. Ces jetons heure gelée vous permettront de diminuer le coût de vos actions
au bon moment en les rejouant par-dessus l'endroit où ils se trouvaient précédemment. Mais vous choisissez où vous replacez votre jeton heure gelée, ça vous fera économiser du temps sur l'horloge lors de vos coups d'action. Il y a moins de manipulation que chez les autres marchands. Ce marchand est beaucoup plus calculatoire. Il n'y aura en effet aucun hasard au niveau de vos déplacements et des tuiles que vous allez intégrer à la machine, puisqu'elles sont toutes là devant vous disponibles, donc vous les voyez automatiquement. Il y a de fortes chances que vous fassiez un départ discret, mais que votre dernier tour soit extrêmement efficace. La constitution d'une équipe semble moins importante que pour les autres marchands et se fera selon les opportunités, l'important étant de préparer sa machine temporelle pour la suite. Le timing des heures gelées aura une importance capitale, l'idéal étant d'en avoir au moins 2 de libérés juste avant la fin de la phase 2 pour profiter du mécénat à la phase suivante et pouvoir temporiser ensuite quand bon vous semblera. Ce marchand est plus complexe à maîtriser, mais pourra se révéler très efficace pour qui saura le maîtriser. L'alchimiste a 4 chaudrons de brassage ainsi qu'un chaudron pour ses déchets toxiques. Il a un décanteur dans lequel se trouveront les différents ingrédients nécessaires à la confection de ces potions, qui sont l'équivalent donc des marchandises, et 4 extraits d'icor, qui sont ces pierres noires que vous voyez là. Parmi les ingrédients, il existe des billes des 4 couleurs, ainsi que des billes noires, appelées icor également. Ces billes noires sont des jokers, il en est de même pour les extraits d'icor si vous arrivez à les intégrer à vos chaudrons. L'alchimiste va donc pouvoir récupérer des ingrédients dans son décompteur pour les mettre dans ses chaudrons de brassage, sachant que les 3 actions le permettant sont considérées comme des actions différentes. Ici, quand je viens me mettre avec mon personnage sur une des 3 actions, je peux, dans la foulée, me mettre sur l'une ou sur l'autre. Évidemment, je ne peux pas refaire, là, dans ce cas de figure, celle du milieu. Il suffira d'annoncer une couleur pour prendre toutes les billes de cette couleur, ainsi que les noires présentes sur cette ligne, ou qui tomberont sur cette ligne. Dans ce cas de figure, si j'annonce vert, je vais pouvoir aller prendre cette bille, et celle d'à côté. Une bille noire d'icor sera tombée, je la prendrai. Une bille verte sera tombée, je la prendrai. J'aurai droit à toutes ces billes-là que je vais pouvoir répartir dans mes différents chaudrons comme bon me semble. Lors d'une action de brassage, qui est l'action qui est indiquée ici, un petit peu comme pour le forgeron, vous allez pouvoir brasser dans tous vos chaudrons, c'est-à-dire dans vos 4 chaudrons potentiellement, et donc créer jusqu'à 4 potions. Avec 2 ingrédients, vous obtiendrez une petite potion, avec 3, vous aurez le choix entre une grande potion ou intégrer un extrait d'icor de votre choix à l'un des chaudrons, tant qu'il y a de la place pour l'intégrer. Toute bille noire utilisée dans un chaudron est placée dans le chaudron de déchets toxiques en partant du bas comme cela, et elle y restera tant que vous ne la libérerez pas, ce qui risquera également de vous donner des pénalités si vous arrivez en haut du chaudron. Les extraits d'icor, vous les intégrez sur un des emplacements libres d'un chaudron, et eux, ils y resteront de manière définitive si vous en fabriquez un. Ce marchand peut être redoutable si vous arrivez à maîtriser son hasard relatif et à vous préparer correctement. Constituer son équipe semble indispensable pour avoir accès à une variété d'actions redoutables, comme déplacer des billes vers le sac ou vers un chaudron, ou enfin brasser tout simplement des chaudrons. Obtenir des extraits d'icor rapidement à l'intérieur de vos chaudrons peut faciliter grandement la vie, en plus de vous permettre de marquer des points de mécénat, car c'est là que vous allez libérer de quoi faire du mécénat, et donc ça va se multiplier avec les meeples qui seront dans les salles de clan en phase 3. La constitution flexible de vos chaudrons devrait vous permettre d'avoir toujours accès aux bonnes couleurs au bon moment, sachant que les extraits d'icor ou les billes inutilisées restent dans leur chaudron lors d'un brassage. C'est lui aussi un marchand qui devrait monter en puissance dans la partie pour finir très fort. La capitaine possède 4 vaisseaux ainsi que 7 pièces maudites
et une boussole en plus de son plateau personnel. Le cœur du jeu sera là le mouvement sur la carte que vous avez là devant vous, le plus efficace étant les mouvements à réaliser avec la boussole justement. Chaque mouvement permet à un vaisseau de traverser une ligne pointillée, sachant que les vaisseaux partiront toujours de l'île centrale et que dès qu'ils auront réalisé une action, ils se retrouveront à revenir sur l'île centrale et vous devrez de nouveau les déplacer sur la carte, donc le mouvement sera très important. Au niveau des mouvements, là vous avez un mouvement, sur la boussole vous avez 2, 3 ou 4 mouvements ici, donc vous comprenez bien que c'est forcément plus rapide, plus efficace. Quand vous allez compter vos mouvements, ici si je prends un des vaisseaux, là je fais 1 de mouvement, si je veux aller là, il faut que je fasse 2 en allant ici et 3 en allant là. Ou alors je peux aller en diagonale comme ceci, mais ça me coûte une pièce maudite, la pièce maudite que je vais mettre sur l'île des pirates de là-bas, et que je pourrai peut-être récupérer plus tard. Si à un moment je veux faire ce type de déplacement en diagonale et que je n'ai plus de pièces maudites, je peux prendre une carte corruption à la place, tout simplement. De la même manière, quand je vais lancer la flèche sur la boussole, je vais regarder le nombre de déplacements et je vais payer le nombre de pièces maudites indiquées, donc 3 déplacements pour 2 pièces maudites. Et dans ce cas de figure, si je n'ai pas assez de pièces maudites, je prendrai également une carte corruption après avoir payé le maximum de pièces maudites que je pouvais. Dans tous les cas, je ne peux pas en conserver s'il m'en manque. Vous avez donc différentes actions, l'action pêcher qui est celle-ci, qui va vous permettre pour chaque navire qui sera dans une zone de pêche, qui sont les 4 zones qui sont là, ils peuvent même être ensemble, c'est pas gênant, d'aller pêcher des petits trésors, et de les conserver sur votre étal. Donc évidemment ce sont les marchandises de la capitaine, et vous avez l'action qui est l'action importée, qui va vous permettre, entre autres, de récupérer les grands trésors. Sachant que dès qu'un bateau rentre dans la case d'un grand trésor, ou même passe par la case d'un grand trésor, il est automatiquement révélé. Et puis, par la suite, pour chaque bateau que vous aurez dans une des 4 zones extérieures ou dans cette zone-là, vous allez pouvoir réaliser l'action importée. Si votre bateau est là, vous allez prendre le grand trésor correspondant. Si votre bateau est ici, ça va vous permettre de récupérer les pièces et de gagner un peu d'or en échange. Ce n'est pas le marchand le plus facile à jouer, il ne faut pas hésiter à se déplacer au maximum en payant des pièces maudites ou en récupérant des cartes corruption pour rentabiliser au mieux vos actions de pêche ou d'import. Il faut également se constituer une équipe rapidement pour bénéficier des actions variées le plus vite possible en prenant, si disponible, des habitants qui vous enlèveront des cartes corruption, comme celui-ci par exemple, qui vous enlève une carte corruption, parce que vous aurez certainement besoin de vous en débarrasser régulièrement tout au long de la partie. Il est plus difficile de bénéficier du mécénat, car pour bénéficier du mécénat, il faut que vos navires soient dans une de ces 4 cases sans avoir forcément pêché de trésor, parce que sinon ils reviennent à l'île centrale. Il faudra être opportuniste et ne pas hésiter à stocker pour les tours futurs quand les couleurs des gros trésors ne correspondent pas à ce qu'il y a actuellement au marché. La Baie des Marchands est un très bon jeu intermédiaire avec une bonne rejouabilité qui pourra passer à énorme rejouabilité avec les différentes extensions. On peut aussi bien y jouer en mode relax qu'en mode beaucoup plus stratégique, et les parties entre joueurs expérimentés peuvent monter sa difficulté d'un niveau. Le matériel est de toute beauté et de grande qualité, ce qui fait beaucoup pour l'immersion et le plaisir ludique. Un jeu que vous ressortirez régulièrement, je pense, et avec grand plaisir de votre ludothèque, à n'en pas douter. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.